vous invite à accueillir la présidente des Oui Québec, Mme Camille Goyette-Gingras. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et je veux d'abord évidemment remercier le Parti québécois pour l'invitation et de donner cette tribune à la société civile indépendantiste au moment où on s'apprête réellement à écrire l'histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler évidemment de ceux et celles qui sont nés au 21e siècle. J'ai envie de vous parler du potentiel que leur curiosité pour le Québec pays se transforme en révolution et que de notre responsabilité à nous comme mouvement social, comme le mouvement indépendantiste, de leur donner tous les outils nécessaires pour que cette volonté aboutisse. Parce que c'est ça, léguer un pays. Mais avant toute chose, je vous propose, parce que bon, dans ma tête à moi, tout le monde connaît les Oui Québec, mais je ne prendrai pas de chance. Je vous propose de vous parler un peu des Oui Québec. Organisation unie pour l'indépendance. Vous avez connu, vous savez, au Parti québécois, une croissance extraordinaire dans les dernières années. Et en parallèle de ça, c'est forgé une d'abord toute petite organisation, maintenant de plus en plus grande, les Oui Québec, qui s'est fait connaître pour son immense force de mobilisation auprès des jeunes. Les Oui Québec, ce sont les partenaires pour la souveraineté, ce sont les héritiers des partenaires pour la souveraineté de 1995. Et plusieurs d'entre vous connaissez assurément la directrice générale du Parti québécois, Monique Simard, lors du référendum, avec qui j'ai eu la chance de parler récemment. Et elle me donnait un constat clair. C'est que lorsque la société civile s'est mobilisée en 1995, en formant les partenaires pour la souveraineté, en janvier 1995 seulement, on a vu du mouvement au sein des sondages, spécialement auprès des femmes. Sauf que janvier en octobre, faites le calcul, on n'a pas pu bénéficier du potentiel complet de cette mobilisation. Aujourd'hui, on a ce qui nous manquait à l'époque, du temps, même, je sais, ça va passer très vite, une structure, un mouvement capable de bâtir un pays. En somme, les Oui Québec, c'est l'organisation parapluie de la société civile indépendantiste. L'OCA rassemble toutes les organisations qui ont des mandats en faveur de l'indépendance. Société Saint-Jean-Baptiste, Mouvement national, Génération Oui, Centrale syndicale, Mouvement étudiant indépendantiste et tant d'autres. On me dit parfois, « Ah, mais vous êtes comme une nouvelle organisation, alors qu'on est en fait les partenaires, on est les héritiers des partenaires pour la souveraineté en 1995. » Mon histoire à moi comme présidente, elle débute en 2021. À l'époque, j'ai 28 ans, puis je suis une jeune entrepreneur qui veut tout changer, mais bon, ça n'a visiblement pas changé. Je suis approchée par Claudette Carbonneau, alors présidente des Oui Québec, avec le mandat de renouveler l'organisation. Mais on avait aussi un énorme chantier devant nous. Il fallait renouveler les appuis à la souveraineté chez les jeunes. En 2021, on rassemble une douzaine de cégepiens, finalement, nourris essentiellement à l'eau fraîche et aux croûtes de pizza de la veille, dans un appart un peu miteux du village. Et ces jeunes-là étaient motivés au départ par une volonté de révolutionner le mouvement indépendantiste. Et cette volonté-là s'est transformée en la plus grande mobilisation jeune en faveur de l'indépendance du 21e siècle. Les Oui Québec prennent alors une toute nouvelle direction. On devient plus militant, axé sur la nouvelle culture québécoise, avec un esprit entrepreneurial qui nous transcende. Un esprit d'ailleurs que vous êtes bien en mesure de comprendre au Parti québécois parce qu'il est ancré dans votre organisation et vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Depuis 4 ans, c'est plus de 10 000 jeunes qui ont participé en personne aux événements des Oui Québec, des jeunes de moins de 30 ans. Et ça, c'est sans parler de notre impact sur les réseaux sociaux, dont je ne donnerai pas les chiffres parce que ça gênerait les fédéralistes. On organise la Saint-Jean indépendantiste, un événement où des milliers de jeunes associent leur meilleure soirée de l'année à l'idée du Québec pays. On a permis à des dizaines d'artistes de s'afficher en faveur de l'indépendance parce qu'on a créé un espace citoyen, non partisan. On ne saura peut-être jamais pour sûr c'est quoi l'impact qu'on a eu dans l'augmentation des appuis chez les jeunes. Mais j'ai la certitude pour une chose. Nous avons opéré un changement de normes afin que ce soit socialement désirable de s'afficher comme indépendantiste. Depuis 4 ans, la taille de notre organisation n'a pas fait x2, x10. On a bâti une équipe solide issue de nouveaux réseaux. On ouvre un café indépendantiste sur la rue Saint-Hubert, en plein cœur d'un quartier latino-américain. Les artistes, les influenceurs, les gens d'affaires nous proposent pour collaborer. En vrai, là, je vous dis, ce qu'on est en train de bâtir, c'est une machine capable de générer des victoires, puis c'est juste le début de ce qu'on a commencé à faire.
Québec a un positionnement unique, névralgique. Comme organisme citoyen, on a une mission simple sur papier, mais complexe, faire croître les appuis à la souveraineté. On a aussi une autre catégoristique clé, c'est celle d'être indépendant des formations politiques. Cette liberté-là nous permet d'aller voir des gens qui n'auraient jamais accepté de s'adresser à un parti politique, soit parce qu'ils n'ont plus confiance en le système ou parce qu'ils veulent réfléchir aux enjeux autrement. C'est la raison pour laquelle nous sommes capables de créer de nouvelles zones d'opportunités parce qu'on se déploie dans les angles morts. Et pendant longtemps, on a pensé que les jeunes avaient abandonné la question nationale. C'était pas vrai, mais c'est juste qu'il fallait les comprendre. Vous savez, dans cette salle, il y a des gens qui ont porté le projet indépendantiste à une époque où il fallait encore le nommer. Il fallait lui donner une légitimité politique. Il a fallu, dans un premier temps, affirmer que le Québec formait un peuple, qu'il avait le droit de décider par lui-même. Et ce travail-là n'allait pas de soi. Rien de ce qu'on peut dire aujourd'hui ne serait possible sans ces efforts-là, et ces tentatives, c'est vrai, parfois inabouties, mais jamais inutiles. Jamais inutiles parce qu'il y a aussi des gens dans cette salle, de plus en plus nombreux, qui n'ont jamais connu le monde dans lequel l'indépendance est née. Des gens qui n'étaient pas vivants en 1995, ou qui ont grandi avec la notion que le progrès n'allait pas nécessairement de soi, qui ont appris trop tôt que l'avenir est plus fragile que le passé. Pour eux, l'indépendance, c'est pas un souvenir. Pour eux, là, c'est l'aboutissement d'un raisonnement qu'ils ont forgé eux-mêmes face à l'impasse que leur présente le contexte dans lequel ils ont grandi. Puis, je ne vous cacherai pas qu'on était surpris au Québec que les gens soient surpris de la montée de l'indépendantisme chez les jeunes. Puis quand on m'a demandé pourquoi, on leur expliquait ce qui suit. Ces jeunes-là que vous voyez, ils entrent aujourd'hui dans la vie adulte avec un sentiment diffus, mais profond. Celui de ne pas avoir de contrôle sur leur trajectoire. Ces jeunes-là, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Ils ont travaillé, parce qu'on leur a dit qu'il y aurait une bonne job. Ils ont étudié parce qu'on leur a dit qu'il y aurait une bonne job. Ils ont travaillé parce qu'on leur a dit qu'ils pourraient s'acheter une maison. On leur a mis un écran dans les mains parce qu'on leur a dit que c'était ça l'avenir. Sauf que le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les jeunes. Le salaire n'a pas évolué au même titre que le prix exorbitant des maisons, puis l'addiction aux écrans semble avoir causé plus de tort que de bien à leur santé mentale. Quand une génération entière a l'impression de courir sur un tapis roulant qui accélère tout le temps plus vite, puis que la ligne d'arrivée n'arrive jamais, là, le problème est plus individuel. Quand une génération entière fait tout ce qu'on lui a demandé et se heurte quand même à des limites qu'elle ne contrôle pas, ça devient un problème politique. La question... que les jeunes se posent n'est plus « est-ce que je veux », mais bien « est-ce que c'est encore possible ». Mais de façon absolument extraordinaire, les jeunes n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Puis c'est en ce sens qu'ils se sont appropriés la cause de l'indépendance du Québec. Quand les jeunes voient les guerres qui se multiplient dans le monde, ils veulent pouvoir s'exprimer en leur nom comme Québécois. Quand les jeunes voient le gouvernement fédéral approuver les pipelines pour faire plaisir à l'Alberta, ils veulent pas que ça se fasse en leur nom comme Québécois. Quand ils voient le rouleau compresseur américain sous toutes ses formes, mais surtout dans l'écrasement de toutes les autres langues et cultures autres qu'américaines, ils veulent former un contrepoids, ils veulent s'exprimer comme Québécois. Ils l'ont créé en se réappropriant la culture québécoise, en la gardant toujours pérenne dans leur utilisation presque arrogante des médias sociaux, où ils se sont créés leur propre code que certains jugent difficile à suivre. C'est d'ailleurs cette raison, je pense, qui font que les médias ont eu du mal à comprendre l'avènement du renouveau indépendantiste. On a beaucoup à apprendre des nouveaux souverainistes.
Parce que face à la peur et à l'incertitude, les jeunes sont notre boussole morale. Et dans ce rôle, bien sûr qu'ils nous dérangent, mais c'est leur rôle après tout, de la même façon que les baby-boomers nous ont dérangés pendant la Révolution tranquille. Les jeunes veulent bâtir un Québec, son indépendance surtout, dans une logique qui inclut le plus de monde. Puis ils ont raison, parce que d'un point de vue strictement mathématique, chaque support s'additionne. On ne peut pas en faire fi. Les jeunes regardent avec anxiété ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Parce que le Congrès américain n'a pas besoin de passeport pour circuler, il n'y a pas de frontières sur les médias sociaux. Tous les jours sur leurs écrans, en boucle, il y a des images, du concret. C'est pas juste des débats théoriques. Ils voient des vidéos horribles. Des vidéos qui ont l'impression d'avoir oublié, mais quelques secondes plus tard, on dirait que ça s'imprime comme dans leur perception de l'unité nationale. Les jeunes Québécoises aussi ont peur. Pour l'accès aux soins de santé, comme l'interruption volontaire de grossesse, qui a disparu à certains endroits de notre continent parce qu'on a laissé des gens s'approcher du pouvoir qui ne croyaient pas en l'égalité homme-femme. C'est ça, finalement, qu'ils ont compris comme message, ces femmes-là, que ce qui n'est pas protégé politiquement peut être appelé à disparaître. Ils ont appris que la démocratie, c'est fragile, que cette terre n'a jamais réglé un problème. Voilà pourquoi les jeunes veulent que le mouvement indépendantiste assume du leadership sur les enjeux sociaux. Je vous le dis très candidement, vous savez. Bon, j'ai l'air jeune, hein, mais tu sais, j'ai deux petits poupous, 3 ans, 1 an, puis j'ai presque le double de l'âge de certains militants des Québec. Fait que, même pour moi, les jeunes me bousculent. Ils me bousculent. Ils me sortent de ma zone de confort. Ils se contentent pas de réponses vagues. Ils refusent les demi-mesures. Et surtout, cette génération-là est prête à prendre des risques. Et un des risques, avec l'indépendance, c'est de vouloir aussi la plus grande démonstration de décentralisation du pouvoir que nous pourrons voir de notre vivant. Voilà la solution que nous avons à proposer comme indépendantistes. Rapprocher le pouvoir des gens, rapprocher les décisions des besoins, rapprocher les ressources du terrain. C'est ça l'indépendance du Québec. Décentraliser, ça veut dire se faire confiance. Que la relation gouvernement-société civile ne se fait pas seulement sur l'axe de la reddition de comptes, mais bien dans un partenariat où on partage le risque. Et cette distribution de la responsabilité, c'est justement ce qui génère la confiance. Je vous dis ça pour qu'on comprenne bien la mesure de la société civile québécoise. À travers l'histoire, c'est elle qui s'est dressée comme David contre Goliath pour construire le Québec moderne. C'est à travers le modèle coop que les Québécois ont bâti leur premier outil financier. C'est à travers nos artistes qu'on a chanté notre langue à nos enfants. C'est à travers la force des syndicats qu'on a attaqué le symbole même de l'impérialisme américain, Amazon. Ces acteurs-là de la société québécoise, c'est notre rempart contre ceux qui tentent de nous mettre à genoux, qu'ils soient canadiens ou américains. Pour les Oui Québec, la force de la société civile, c'est la clé de notre souveraineté. C'est pas vrai juste pour nous. C'est vrai pour les jeunes qui n'accordent plus leur confiance aux structures par réflexe, mais aux idées, aux personnes et aux projets qui font du sens. Ils s'engagent dans un mouvement maintenant décentralisé, vivant, qui s'enracine dans la culture québécoise. C'est pour ça qu'on voit des artistes et des créateurs, d'ailleurs, s'afficher ouvertement pour l'indépendance. C'est pas un hasard, c'est que notre mouvement a évolué. Et c'est vrai que le contexte sera pas toujours facile à naviguer. Mais je ne pense pas que ça doit nous faire peur, parce qu'il y a une réelle fenêtre d'opportunité. À condition de comprendre comment le contexte actuel change les gens. On reconnaît bien que le projet d'indépendance est en concurrence avec d'autres réalités, avec le cynisme, la fatigue, le repli individuel, la précarité. Faire comme si cette concurrence-là n'existait pas ne la fait pas disparaître. Mais le plus important, c'est de se rappeler que l'information seule ne suffit jamais. Parce que se mettre seulement, vous avez entendu ça, dans une posture de convaincre un indécis, ça ne sera jamais suffisant. Cette façon-là de convaincre avec des arguments rationnels, bien organisés, a finalement des retombées limitées parce qu'il faut d'abord créer la confiance pour engager la conversation, partir de là où les gens sont, plutôt que d'entamer le plaidoyer avec débat. C'est pas parce qu'on explique bien les choses que les gens s'engagent ou modifient leur comportement, sinon il n'y aurait pas autant de fumeurs dehors. Ce qui fait basculer une personne vers l'action. C'est pas ce qu'elle sait, en fait. C'est le moment où l'action devient possible, désirable, soutenue socialement. La confiance, ça vient de la participation réelle.
Et quand on demande à quelqu'un, quand on demande son avis, qu'est-ce qu'il dit finalement? Il observe. Quand on lui donne une place pour construire, il s'engage. Puis cette nouvelle posture d'engagement que propose les Oui-Québec, ça se constitue une approche stratégique pour le projet qu'on porte. Parce que la société civile, une fois un gouvernement indépendantiste au pouvoir, va avoir la responsabilité d'opérer concrètement dans le quotidien de la population ce que signifie le fait de faire pays. Et comprenez-moi bien, il n'est pas question ici de mettre des conditions à l'indépendance. Mais bien d'inviter la population à rompre les dynamiques de dépendance que le Québec entretient ailleurs. À répondre à la question « Comment combler nos besoins nous-mêmes? » C'est ça le rôle des Oui-Québec. Et c'est ça aussi une des raisons pour laquelle nous avons réussi à mobiliser aussi fortement les jeunes. Parce que nous ne sommes pas adressés à eux d'une façon unidirectionnelle, comme a tenté d'ailleurs de le faire Pierre Poilievre il y a quelques mois. On leur a donné les clés du projet. On leur a présenté un projet indépendantiste libéré des fractures partisanes, qui vit de lui-même, au même titre que les causes environnementales, syndicales ou féministes, des causes avec lesquelles nous devons d'ailleurs absolument nous associer. On sait tous que l'élection d'octobre 2026, dans le cas de l'élection, évidemment, d'un gouvernement indépendantiste, il va falloir rassembler très vite autour de nous. Et surtout, rassembler bien au-delà des gens qui auront voté pour des formations politiques indépendantistes. En entrepreneuriat, on parle souvent de la règle du 80-20. 20%, en tout cas, c'est plusieurs façons de le présenter. 20% des clients génèrent 80% des bénéfices, mais aussi 80% des efforts. C'est un peu la même chose pour nous. En ce moment, on compte quoi? 10, 15% d'indécis, puis un dernier, 2 et 3 qui sera particulièrement tenace. Mais c'est à eux que nous devrons accorder 80% de nos efforts, parce que ces gens-là détiennent la clé de la victoire en leurs mains. Ce qu'on doit apprendre d'eux, c'est pas qui ils sont, mais qu'est-ce qui les fait bouger, puis surtout, qu'est-ce qui les empêche d'avancer. Parce qu'un projet qui se construit ensemble n'a plus jamais besoin d'être expliqué. Il avance de lui-même. Notre rôle au Oui-Québec, c'est de faire en sorte que les gens se mobilisent dans les prochains temps. Parce qu'ils veulent un pays. C'est ce qui va assurer le maximum de légitimité à un gouvernement québécois indépendantiste pour que dès son élection, il mette en place son plan pour faire du Québec un pays parce que la population le demande. C'est clair, en terminant, que le rendez-vous prochain d'octobre va être une étape charnière. Puis ça va être dans le cadre de l'élection d'un gouvernement indépendantiste, ce que je souhaite, évidemment. Le début du vrai grand travail. Ce travail-là, il va se faire aussi à vos côtés dans la société civile. On va ratisser au-delà de nos cercles habituels, créer un mouvement qui ressemble au Québec moderne. C'est précisément là où se situe le rôle des Oui-Québec. On existe pour élargir le mouvement. Notre mission, c'est d'être complémentaires. Les changements politiques se construisent par cycle. Les idées émergent d'abord dans la société et sont ensuite portées à l'Assemblée nationale. Les Oui-Québec, notre rôle, c'est de s'assurer que ces idées s'enracinent dans la société québécoise. Rassembler largement, ce n'est pas diluer notre projet. Ce n'est pas renoncer à nos valeurs. C'est accepter que l'indépendance va être portée pour des raisons multiples, à partir de réalités différentes, mais vers un objectif commun. Reprendre collectivement le pouvoir de décider. Les Oui-Québec travaillent à créer les conditions de ce rassemblement. Notre rôle, c'est de créer des espaces où l'on peut passer de l'intérêt à l'action, de transformer une curiosité diffuse en engagement concret et surtout de préparer l'après. Parce que le jour où un gouvernement indépendantiste va être élu, la société civile va avoir une responsabilité immense. Et vous êtes plusieurs dans la salle, sachez-le. Celle de donner chair au pays. Elle va faire en sorte que l'indépendance va s'imprégner du peuple québécois en devenant un sujet du quotidien, dans la chaise du coiffeur, dans le taxi, entre voisins et dans la ruelle. C'est pourquoi le travail qu'on fait aujourd'hui est déterminant. Pas dans 6 mois, pas la veille de référendum, là. On bâtit un projet parce que c'est la seule vraie réponse à l'instabilité politique. Un projet qui refuse l'idée selon laquelle renoncer à notre propre voix serait mieux que de s'exprimer pour nous-mêmes comme Québécois. Un projet qui offre une vraie voie d'avenir pour les Québécoises, qui redonne espoir, qui nous fait sentir forts, qui améliore la vie, qui nous réunit.
Faire du Québec un pays, ça n'a jamais été l'œuvre d'un moment. Ce sera toujours le résultat d'efforts acharnés sur plusieurs générations. Et j'espère que vous êtes prêts parce que l'histoire, c'est maintenant qu'elle s'écrit. Merci et vive le Québec libre.